Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour parler de la demi-finale retour qui aura lieu mardi entre l'Inter et le Barça. Alors, dans une première partie, on va débriefer le match aller avec des images pour que ça soit plus immersif pour toi. Ensuite, on s'attaquera au match qui nous attend mardi. Je te donnerai un maximum d'éléments pour évaluer le rapport de force et les chances de qualification des deux équipes. Bon, comme tu l'as compris, le programme est chargé, donc on ne perd pas plus de temps. On commence tout de suite par le débrief en images. C'est parti. Allez, on démarre par les compos et celles du Barça. Alors, il n'y a aucune surprise par rapport à l'équipe que j'avais annoncée dans ma vidéo d'avant-match. Hansi Flick a remis exactement le même 11 que celui qui a disputé la finale de la Coupe d'Espagne contre le Real. Attention, il pourrait y avoir quelques changements pour le match retour, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Côté Inter, dans ma vidéo d'avant-match, je vous avais dit que j'avais des doutes pour deux postes. Déjà pour celui de piston droit, j'hésitais entre Darmian et Dumfries, car Dumfries était de retour de blessure et je n'avais pas plus d'infos sur sa condition physique, mais au vu de son match, je pense effectivement qu'il était apte à jouer. Le deuxième doute que j'avais, c'était au poste d'avant-centre gauche. Tout comme Dumfries, Thuram revenait de blessure et donc je ne savais pas s'il était suffisamment en forme pour jouer, mais bon, au bout de la 30e seconde, on a tout de suite compris. Par contre, au niveau de la défense, j'avais prévu la titularisation de Pavard, mais au moment où j'ai enregistré la vidéo, il ne s'était pas encore blessé, donc finalement c'est Bissek qui a pris sa place dans la défense. Allez, maintenant on passe au débrief. Nous voilà au tout début du match, à peine à 30 secondes de jeu, et sur ce centre de Dumfries, sur la première action du match, Marcus Thuram fait une espèce de Madjer et le tacle d'Inigo Martinez ne servira à rien. Le ballon finira sa course tranquillement dans les cages. 1-0 pour l'Inter. Ensuite, pendant les minutes qui ont suivi l'ouverture du score, le Barça domine entièrement la rencontre. Cette image illustre parfaitement ce qu'on verra pendant ce début de match, voire pendant toute la première mi-temps. Et regardez bien, à part le gardien du Barça, Chesney, tous les joueurs présents sur le terrain sont visibles sur cette image. Il y a 10 joueurs du Barça et toute l'équipe de l'Inter. Et vous voyez à gauche, on voit Cubarsí et il est en position de dernier défenseur, en étant je pense au moins à 10 mètres devant la ligne médiane. C'est hallucinant. En tout cas, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est la position haute d'Inigo Martinez. J'ai remarqué que lorsque le Barça était en possession du ballon, Inigo montait de quelques mètres pour se placer en soutien de Frenkie de Jong, et Cubarsí, lui, prenait une position plus en retrait et plus axiale pour intercepter d'éventuels longs ballons. Regardez cette image, elle montre ce que je viens de vous dire. Ici, on a le positionnement moyen de tous les joueurs lorsque les équipes ont la possession. À gauche, on a le positionnement moyen des joueurs du Barça, et à droite, celui de l'Inter. Et comme vous pouvez le voir, Cubarsí qui a le numéro 2 est clairement dans l'axe quand le Barça a la possession, et Inigo qui a le numéro 5 est un cran plus haut à gauche. Par contre, je le voyais un peu plus dans l'axe aux côtés de Frenkie de Jong qui a le numéro 21. Enfin bref. On peut aussi remarquer sur cette image que Rafinha, ici le numéro 11, joue en réalité dans le demi-espace gauche, voire dans l'axe. Sur la compo de départ, il est annoncé en tant qu'ailier gauche dans le 4-2-3-1, mais en réalité, quand on regarde son positionnement moyen, c'est limite un avant-centre, et c'est pour cette raison qu'il marque plus de buts que Lamine Yamal, qui lui joue plus excentré en collant l'aile droite, et qui a plutôt un rôle de déstabilisateur par ses dribbles et de passeur. Rafinha, lui, a plutôt un rôle de finisseur. Allez, revenons à notre match. Donc je disais que le Barça a dominé ce début de match et a eu de nombreuses occasions, et quasiment toutes partaient du côté de Lamine Yamal qui a martyrisé cette défense de l'Inter, et plus particulièrement Di Marco. On peut voir par exemple sur cette image que parfois, l'Inter envoyait 3 joueurs sur lui pour l'arrêter, mais rien à faire, il était tout simplement au-dessus de tout le monde dans ce match. Et le mec n'a même pas encore 18 ans. Et puis contre le cours du jeu, alors que le Barça dominait, l'Inter va marquer un deuxième but par Dumfries sur ce corner. Acerbi gagne son duel aérien et Dumfries reprend le ballon de volée. 2-0. À ce moment-là, je me dis waouh, on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario, car j'étais persuadé qu'on allait avoir encore plus de spectacle parce que le Barça serait dans l'obligation de jouer encore plus offensivement. Et ça n'a pas manqué, puisque même pas 5 minutes plus tard, Lamine Yamal signe un golasso. Sur cette action, il va dribbler Mkhitaryan comme s'il driblait son petit frère. Et ensuite, avec sa vivacité, il va trouver un angle pour faire une frappe du gauche enroulée et imparable qui va taper le poteau avant de rentrer. 2-1, plus qu'un but à remonter. Et puis 14 minutes après ce but, le Barça va égaliser sur cette action. Pedri va envoyer un magnifique ballon pour trouver la tête de Rafinha, qui va remiser parfaitement le ballon dans l'axe et trouver Ferran Torres qui avait bien anticipé l'action. 2-2. Waouh! Et suite à ce but, le Barça va continuer de mettre la pression sur l'Inter et régulièrement à l'initiative de Yamal, comme vous pouvez le voir ici. 40% des actions offensives du Barça sont passées par le côté droit, et c'est logique puisqu'à gauche, comme on l'a vu tout à l'heure, Rafinha a un rôle plus axial, et le latéral gauche Gérard Martin n'est pas assez impactant pour prendre l'espace laissé libre par Rafinha. Bref, malgré les 2 buts encaissés, le Barça a contrôlé cette première mi-temps. Voici les statistiques de la première mi-temps. 72% de possession pour le Barça, 28 pour l'Inter, 10 tirs pour le Barça, 3 pour l'Inter, 91% de passes réussies contre 74,
Bref, malgré le score à la mi-temps, dans le jeu, il n'y a pas eu de débat. Puis vient la deuxième mi-temps, et le jeu sera plus équilibré et l'Inter va se montrer plus dangereux. Cette frappe de Di Marco 3 minutes après la reprise, même si elle passe à côté, va donner le ton et envoyer un signal au Barça. L'Inter n'a pas peur et veut marquer un troisième but. Et ben c'est chose faite dès la 64e minute de jeu, puisque sur ce corner de Çalhanoğlu, Dumfries propulse le ballon au fond des filets. Doublé de Dumfries et 3-2 pour l'Inter. Et à ce moment-là, on se dit que c'est bon, que l'Inter a pris le dessus mentalement et qu'ils sont bien partis pour faire un résultat à Barcelone. Eh ben non, même pas 2 minutes après, Rafinha vient claquer une espèce de frappasse qui tape la barre et le ballon vient heurter le gardien. Manque de chance, but contre son camp et 3 buts partout. Néanmoins, cette égalisation ne décourage pas l'Inter qui continue d'attaquer. Et 10 minutes après l'égalisation, on a tous cru que l'Inter avait réussi à marquer à nouveau sur cette action. Dumfries, encore lui, adresse une merveille de centre à destination de Mkhitaryan qui envoie le ballon au fond des filets. Mais manque de chance, le but est refusé pour hors-jeu. Et regardez à quoi ça se joue. Si Mkhitaryan chaussait du 43 au lieu de faire du 44, il y aurait peut-être eu but, mais malheureusement pour l'Inter, ce n'est pas le cas. Et peu de temps après cette action, Simone Inzaghi fait des changements qui montrent clairement son intention de conserver le score du match nul, en faisant notamment sortir Thuram pour faire entrer Zielinski. Ce remplacement implique donc un changement de système. L'Inter passe d'un 3-5-2 à une formation plus défensive en 5-4-1. Et suite à cela, malgré quelques occasions du Barça, notamment celle-ci où Lamine Yamal trouve la barre, et ben le score en restera là, 3 buts partout. Et au vu de la tête de certains joueurs du Barça au coup de sifflet final, c'est bien l'Inter qui a fait la bonne opération dans cette première manche. C'était un match incroyable. On est au milieu de la vidéo, petite pause référencement. Si tu aimes ce que tu vois jusqu'à maintenant, n'hésite pas à mettre un like, c'est super important pour le référencement de la chaîne et ça récompense mon travail. Maintenant, on va regarder les notes des joueurs. Comme d'habitude, je prendrai en référence les notes données dans le journal L'Équipe et je te dirai ce que j'en pense. Allez, on commence par les notes du Barça. C'est parti. La meilleure note a été donnée à Lamine Yamal avec un 9 sur 10. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Il a fait un match très complet. Rien à dire de plus. La plus mauvaise note, c'est Gérard Martin qui l'a eu avec 4 sur 10. Je suis d'accord, il était invisible, et la seule action dont je me souviens de lui dans ce match, c'était son duel avec Dumfries, quand il prend un coup de main dans le visage. Sinon, à part ça, je ne l'ai pas vu. Même quand il était démarqué, son équipe ne le cherchait pas vraiment en attaque. Côté Inter, la meilleure note a été donnée à Dumfries avec 8 sur 10. Je pense qu'il n'y a pas de débat, il a été monstrueux. Il finit le match avec 2 buts et une passe décisive. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a été élu homme du match par l'UEFA, alors que pour le journal L'Équipe, c'est plutôt Lamine Yamal, vu qu'il a eu la meilleure note du match avec 9 sur 10. Franchement, je ne saurais pas les départager. Je pense peut-être que Dumfries mérite un point de plus parce qu'il a quand même été impliqué sur les 3 buts de son équipe et il aurait même pu être impliqué sur un 4e parce que c'est lui qui fait le centre pour le but refusé de Mkhitaryan. Vous l'aurez donné à qui ce trophée d'homme du match? Yamal ou Dumfries? Il y a débat, hein, franchement. Dites-moi ça dans les commentaires. Et sinon, celui qui a eu la plus mauvaise note, c'est Di Marco avec 2 sur 10. Je trouve que c'est sévère parce que c'est lui qui a provoqué le corner pour le deuxième but de l'Inter et c'est aussi lui qui le frappe d'ailleurs. Et en plus, je l'ai trouvé très actif sur son côté. Alors ok, il était martyrisé par Yamal, mais comme toute la défense au final. Franchement, je lui aurais mis un point de plus. Bon allez, je pense que c'est bon. On a fait le tour du match aller. Maintenant, passons au match retour. Dans cette partie, pour avoir une idée du rapport de force qui nous attend mardi, on va se pencher sur quelques statistiques afin d'analyser les performances des deux équipes. On commencera par l'Inter. Nous verrons si c'est une équipe qui prend beaucoup de points, marque beaucoup de buts ou au contraire en encaisse beaucoup quand elle joue à domicile. Ensuite, on analysera exactement les mêmes statistiques, mais pour le Barça quand il joue à l'extérieur. Pour info, comme championnat de référence, on prendra la Serie A pour l'Inter et la Liga pour le Barça. C'est parti. On commence par l'Inter, et ici on a le classement des équipes de Serie A classées en fonction du nombre de points pris à domicile. Et on peut voir que derrière le Napoli, l'Inter est l'équipe qui a pris le plus de points avec 39 points pris en 17 matchs. On peut aussi voir que l'Inter a perdu 2 fois dans son stade, et la deuxième fois c'est tout récent, c'était la semaine dernière contre l'AS Roma. Au niveau des buts marqués, l'Inter a la meilleure attaque de Serie A dans les matchs joués à domicile, avec 37 buts marqués en 17 matchs, soit un ratio d'un peu plus de 2 buts par match. Et au niveau des buts encaissés, c'est pas terrible, ils ont encaissé 19 buts en 17 matchs dans leur stade, soit un ratio d'environ 1 but encaissé par match. Et quand on compare avec le nombre de buts qu'ils encaissent à l'extérieur, regardez ça, ils sont 3e avec 14 buts encaissés en 17 matchs. Ça veut donc dire qu'en championnat, l'Inter encaisse plus de buts à domicile qu'à l'extérieur. C'est peut-être une bonne nouvelle pour le Barça, parce que ça veut tout simplement dire que la défense de l'Inter, statistiquement en tout cas, n'est pas forcément plus à l'aise à domicile. Et sinon, pour le reste, on a vu que l'Inter prenait beaucoup de points à domicile. Ils sont 2e de Serie A dans ce domaine, donc attention au Barça. D'ailleurs, le Barça, on y vient tout de suite. C'est parti. Comme on peut le voir, le Barça est l'équipe de Liga qui prend le plus de points à l'extérieur, avec 36 points pris en 16 matchs.
Ils n'ont perdu que 2 fois cette saison en déplacement. Et au niveau des buts marqués à l'extérieur, le Barça est encore premier avec 43 buts marqués en 16 matchs. Oui, j'ai bien dit 43 buts en 16 matchs, soit un ratio de presque 3 buts par match. C'est ouf. Et au niveau des buts encaissés à l'extérieur, l'équipe est 4e ex-aequo avec 18 buts encaissés en 16 matchs, soit un ratio d'environ 1 but par match. Bon, on va faire un petit bilan de toutes les statistiques qu'on vient de voir. Donc on a vu que l'Inter marquait beaucoup de buts à domicile, tout comme le Barça à l'extérieur. Et on a également vu que ce soit l'Inter à domicile ou le Barça à l'extérieur, ces deux équipes prennent en moyenne 1 but par match. Donc pour conclure, on peut imaginer que le match de mardi sera ouvert et qu'il risque d'y avoir des buts. Bon, il est temps de passer à notre dernière partie, les blessures et les retours de blessures. Au niveau des blessures, j'ai quelques informations à te donner. Alors, là, j'enregistre cette vidéo, on est dimanche, et si ça se trouve, toi, quand tu la regarderas, il y aura peut-être eu du changement, mais je te dis quand même ce que je sais pour l'instant. On va commencer par faire un point dans l'effectif du Barça. C'est parti. Comme vous l'avez vu contre l'Inter, Koundé s'est blessé, et à l'heure où j'enregistre, il est annoncé très incertain, voire forfait pour la demi-finale retour. Pour Lewandowski, qui était présent dans les tribunes contre l'Inter, à l'heure actuelle, il y a toujours un doute sur sa présence au match retour, mais il y a plus d'optimisme pour lui que pour Koundé. Et pour finir avec le Barça, Alejandro Balde sera a priori de retour mardi, et il sera peut-être même titulaire, car il a repris l'entraînement et les courses à haute intensité. Pour l'Inter, Lautaro Martinez est incertain pour le match contre le Barça, il souffre d'une élongation à la cuisse gauche, et son état sera évalué jour après jour. Et pour Pavard, Simone Inzaghi était interrogé sur son possible retour mardi soir, mais il a répondu qu'il y avait peu d'espoir de le revoir. Et pour finir cette vidéo, voici les codes des bookmakers pour la qualification. L'Inter est coté à 2 et le Barça à 1,65, ce qui fait du Barça le favori des bookmakers pour aller en finale, mais la marge n'est pas forcément grande. Bon, d'habitude je te donne aussi mes tendances et mes prédictions pour les matchs à venir, mais pour ce match je ne visualise rien du tout, je suis dans le flou. Après le match aller qu'on a eu, je m'attends à tout type de scénario pour le match retour, et si je devais me mouiller, je dirais que le Barça est légèrement favori. Mais attention, je me méfie beaucoup de l'Inter qui peut marquer sur une seule occasion. Et ben voilà, je t'ai dit tout ce que je savais sur cette rencontre. Et toi alors, tu vois qui aller en finale? Inter ou Barça? Dis-moi ça dans les commentaires. Et si tu veux l'analyse de l'autre demi-finale entre le PSG et Arsenal, elle est disponible sur ma chaîne. Tu verras le lien apparaître à l'écran d'ici quelques secondes. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, ça fera plaisir. Et sinon, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like